Et nous débutons cette deuxième journée pour la 23e édition du Private Equity Exchange. Vous êtes toujours sur Bismart for Change, on a délocalisé les plateaux pour venir à la rencontre des acteurs du Private Equity, des fonds et des Corporate Ventures. On va y revenir dans un instant. J'ai le plaisir d'accueillir à ma droite Yann Koïk. Vous êtes aide de EDF Pulse Ventures. Bonjour Yann. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Vous sortez d'un panel où vous interveniez avec Morgan Carval. Vous êtes directeur Impact Investing au sein d'Arkea Capital. Bonjour C'est Morgan. bien ça, bonjour. Merci d'être avec nous. Je le disais à l'instant, vous étiez ensemble sur scène pour cette plénière d'ouverture du jour 2 sur un thème ô combien important, PI et climat, investir durablement. Alors c'est intéressant d'avoir sur un plateau en même temps un fonds d'investissement et en même temps un corporate venture, ce qui nous permet d'avoir deux prismes différents. Comment l'économie comment l'industrie du PE, ou en tout cas de l'investissement, se saisit du thème climat. Et vous venez d'en parler pendant près d'une heure. Si on devait récapituler un petit peu vos propos, autour de quoi ça tourne? D'abord, est-ce que, peut-être je me retourne vers vous Yann, parce que vous me parlez chiffres un petit peu à l'instant, est-ce qu'en France, en Europe, on s'en sort bien? Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des freins? Quels sont les leviers à actionner pour faire en sorte que l'impact soit toujours plus intégré dans la démarche de nos fonds d'investissement? Oui, alors en Europe et en France particulièrement, on s'en sort plutôt bien. Et même malgré la crise, hein, il y a eu une crise de financement avec la hausse des taux. Mais aujourd'hui, quand on regarde sur une durée de 15 ans, l'investissement qui a été réalisé par des financeurs français dans l'innovation et notamment l'innovation climatique, il a été multiplié par 4. On a un peu plus de 20 milliards par an aujourd'hui. Et sur ces 20 milliards, la moitié ont été investis dans des startups françaises. Donc on a quand même de quoi se réjouir. Maintenant, le paysage non plus n'est pas totalement rose. Dans la chaîne de l'innovation, ce qu'on contacte, c'est qu'il y a une espèce de vallée de la mort de l'investissement, notamment dans tout ce qui est deep tech et dans la phase finale, hein, où le produit n'est pas encore totalement prêt à être commercialisé. Si BPI n'était pas là... Si BPI n'était pas là, eh ben, la vallée de la mort, il n'y aurait plus que des morts dedans. Ouais, c'est ça. Et donc merci à la BPI d'être là, mais donc le message c'est quand même, on a besoin, nous, investisseurs aussi, d'aller investir ce champ d'investissement, de créer des nouveaux véhicules d'investissement pour combler cette marche entre ce qu'on appelle le TRL, hein, le Technology Readiness Level, entre 7, le TRL 7 avant la commercialisation et le TRL 9 pour pouvoir faire émerger beaucoup plus de technologies hardware, parce qu'on aura besoin, hein, de hardware pour aller enlever les molécules de CO2 de l'atmosphère. Le SaaS est important, le logiciel est important, mais le hardware aussi, et on a un vrai atout en Europe et en France sur ces sujets-là, parce qu'on a une recherche fondamentale qui est extrêmement bonne. On a des instituts de recherche en Europe qui savent travailler avec des entreprises aussi. Ce dont on manque cruellement, c'est d'investissements et d'acteurs qui sont prêts à prendre des risques sur des durées qui sont longues. Avec le thème réindustrialisation qui est quand même un des piliers du mandat actuel, Oui. et qu'on retrouve d'ailleurs chez BPI, qui va mettre un tiers de ses investissements sur l'industrie et un tiers de ses investissements sur l'impact pour les 5 prochaines années. En tout cas, ça se met en place, mais force est de constater qu'il faut toujours aller un peu plus loin pour pouvoir jouer contre les US, ou en tout cas être un interlocuteur de qualité pour des marchés importants. Tout à fait. Est-ce que c'est vrai, évidemment on va développer avec vous Morgane dans un instant, est-ce que c'est vrai que les LPs US enfin, bonne partie des LPs US sont beaucoup moins attentifs au sujet ESG que peut l'être le marché européen? Ouais, je peux prendre la réponse. En fait, il y a eu des gros débats ces 2 dernières années sur ce qu'on appelle la responsabilité fiduciaire, c'est-à-dire l'obligation pour les LP de délivrer un rendement. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a un système de retraite qui est privé. Les fameux pension funds, hein. Et les pension funds ont une obligation en fait de servir la pension de leurs adhérents. Et il y avait ce débat au sein des pension funds entre leur responsabilité fiduciaire, c'est-à-dire financière, et le risque éventuel de limiter l'univers d'investissement en intégrant des sujets ESG. Mais je pense qu'il y a un contexte qui est un peu particulier aux États-Unis, qu'on retrouve beaucoup moins en Europe. Okay. Donc qui s'applique beaucoup moins en Europe, où on a des LP qui, à contrario, sont plutôt demandeurs, parce qu'on a aussi une réglementation qui est très forte, parce qu'on a une pression politique et sociétale qui est pas la même. Et du coup, on a, comme le disait Yann, on a une industrie financière et du private equity qui est très en avance sur ces sujets extra-financiers, et notamment climatiques, par rapport à ce qu'on voit aux États-Unis. Et on rappelle, hein, que historiquement Arkea c'était un captif,
et que vous avez ouvert aux instituts et où vous avez ouvert le fundraising aux acteurs institutionnels et peut-être au retail, j'imagine, Ouais. ce serait logique vu d'où vous venez. Ouais, exactement. Donc Arkea Capital, hein, qui est la filiale d'investissement en haut de bilan du Crédit Mutuel Arkea, effectivement, a fait un virage vers du compte de tiers depuis 3 ans maintenant, et une ouverture vers des institutionnels au travers de fonds d'impact notamment, les fonds que je gère, et aussi auprès d'une clientèle retail qui est demandeuse de pouvoir investir dans ce type de support. Parfait. Vous me parliez tous les deux, mais à un niveau différent, du mot risque associé à votre thématique d'investissement. Est-ce que vous pouvez le développer? Alors, C'est risqué l'impact? Ou alors qu'est-ce que vous voulez dire par risque? alors oui, c'est risqué l'investissement dans l'innovation impact parce que c'est un champ encore inconnu avec des incertitudes, mais c'est aussi fait pour dérisquer, nous, notre industrie. Donc, quand je parle pour EDF, hein, investir dans l'impact, c'est dérisquer, c'est chercher à dérisquer la manière dont on va travailler demain. Donc, c'est par exemple investir dans l'impact quand on va regarder le sujet biodiversité. Pourquoi? Parce que quand on développe un projet d'infrastructure qui est quand même significatif, on doit être en mesure de mesurer la biodiversité sur l'écosystème sur lequel on va installer notre installation et on doit le mesurer dans la durée. Donc, c'est important pour nous d'aller investir dans des entreprises qui vont nous aider à dérisquer Mm. cet impact biodiversité. Et pour le faire, on est obligé et on souhaite, nous, investir dans des entreprises innovantes. Donc, c'est assez marrant parce on fait un investissement risqué pour dérisquer la manière dont on exploite des actifs. Mais aujourd'hui, C'est pas le risque la base de la finance? si c'est la base de la finance, et je reviens à mes propos de tout à l'heure, ce dont on a besoin aujourd'hui, le principal risque, hein, je le disais lors de la conférence, le principal risque, c'est l'absence de prise de risque. C'est qu'aujourd'hui, le principal risque, c'est de ne pas avoir d'investisseurs qui sont prêts à prendre un risque sur la durée pour permettre à des technologies hardware d'émerger et de décarboner notre industrie. Le hardware, on a souvent été à la traîne Ouais, en France. Et en plus, là, on est dans une période où l'investissement venture subit une correction énorme. tout à fait. Donc c'est sûr que là, on est dans une période on est un peu au milieu du guet. Oui, on Voilà. est au milieu du guet. Alors la chance, entre guillemets, c'est que on attire aussi en Europe, maintenant nous on le voit sur les tours de financement auxquels on peut participer, on attire des fonds américains, des fonds souverains en Europe sur des technologies européennes, parce que sur la deep tech, on a été à la traîne sur son financement, mais la recherche a tout le temps continué. Et donc aujourd'hui, on a des technologies qui font la différence sur le marché. Et c'est peut-être là que c'est dommage d'ailleurs, hein. C'est que les personnes et les institutions qui sont les plus à même de les financer aujourd'hui et qui participent au tour de table, c'est parfois sur des gros tours, pas des fonds français, pas des corporates français, c'est des fonds américains, des fonds aussi du Moyen-Orient qui Ce qui est viennent. rageant, parce que quand on pense au coverage que vous Ouais, devez organiser, vous, dans vos structures pour pouvoir trouver les bonnes boîtes, de se dire qu'un fonds de pension ou d'un un hedge ou que sais-je, ou n'importe quel acteur qui en plus investit pas toujours en direct, qui a peut-être pas un métier aussi naturellement orienté marché, arrive à trouver de telles idées et à venir investir à notre place, c'est un peu rageant. Ouais, moi, je trouve que c'est bien, au contraire. Nous, on est des entreprises qui ont le potentiel de s'exporter aux États-Unis. On va toujours chercher à accueillir dans le tour de table un fonds américain qui pourra les accompagner, hein. Donc le fait d'avoir, on va dire, une ouverture capitalistique à des fonds étrangers, c'est plutôt un vecteur de bon développement. Et on sait que l'internationalisation on va dire, des startups françaises, c'est toujours un sujet. mm, Donc quand on rajoute des compétences à un tour de table, moi je trouve que c'est plutôt très très positif. On est d'accord, mais si on parle d'une phase de développement qui permet d'imaginer une internationalisation et un Ouais, besoin d'accès à un marché US, si on est encore dans la phase d'atteinte de maturité, ouais. d'atteinte de vitesse de croisière, d'atteinte de maturité produit, de début de clientèle, là j'imagine qu'il y a moins d'Américains qui se pointent pour essayer d'investir. Mais Mhm. vous parliez de risque également, Morgan, du Ouais. coup, qu'est-ce que pour vous le risque associé au climate? Bah, sans paraphraser ce qu'a dit Yann, on a un changement de paradigme. En fait, là, depuis 5 ans, il y a un changement de paradigme. Effectivement, je reprends, c'est risqué de ne pas prendre en compte le climat aujourd'hui. Le modèle des fonds private equity, c'est une détention de 5 à 7 ans
on va céder à quelqu'un qui va réinvestir à 5 à 7 ans. Donc ça veut dire que quand on investit aujourd'hui, j'ai une vision à 15 ans. Aujourd'hui, considérer que l'externalité climat ne va pas se réinternaliser dans les 15 ans, je pense que si on n'intègre pas ça au modèle de prévision et au business plan, on prend un risque qui est très très important. Donc là, on ne parle pas de financement de l'innovation, on parle de financement d'activités très très classiques. Et plus on est dépendant ou électro-intensif ou carbone intensif, plus le risque il est important. Mais il y a deux corollaires au risque carbone. On parle beaucoup de climat de carbone, c'est l'eau et c'est la biodiversité. Et après, quand on parle d'internalisation du risque, on pense tous à la taxe carbone. Il faut aussi intégrer les coûts d'adaptation éventuels sur les infrastructures. Et ça veut dire pas mal de variables finalement nouvelles à intégrer au business model des entreprises. Mais dans une optique à 5, 10, voire 15 ans, c'est absolument essentiel d'intégrer ça dans les modèles économiques. Merci beaucoup, Morgane. Et après le mot risque, j'ai beaucoup entendu le mot opportunité, ce qui est normal, parce que c'est votre job de faire du risque une opportunité. Alors, si on devait revenir sur en 2024, là, à l'heure où on parle, les opportunités sont là, elles sont nombreuses, vous avez un marché profond, comment vous organisez l'origination et comment vous en tirez profit, mais dans le but évidemment d'améliorer la partie climate. Ouais, c'est une bonne question. Effectivement, nous, sur la partie impact, les fonds We Positive Invest, on investit dans des entreprises innovantes, donc qui apportent des solutions, souvent pour permettre d'accélérer la transition des groupes historiques sur des secteurs qui sont très impactés. Je pense au transport, à l'énergie, Yann parlait, au bâtiment, à l'agriculture notamment. Donc l'origination elle est assez simple, hein. Enfin, c'est assez classique hein, pour un fonds, mais nous, on est très présent dans des conférences sectorielles, on va sourcer des projets, on regarde des technologies. Et par contre, ce qu'on va beaucoup regarder, c'est la scalabilité et le ROI climat sur un investissement. C'est-à-dire qu'on va chercher des solutions qui peuvent avoir un retour sur investissement climat, donc ce qu'on appelle le payback climatique, très importante pour leurs clients, un prix, on va dire, raisonnable. On est quand même dans un marché qui est compliqué en termes de demande et des solutions qui sont très scalables. Et c'est vraiment ça le focus. On est moins exposé en stratégie d'investissement sur des investissements plus deep tech, industriels, qui là demandent du temps long et des moyens très importants et un soutien dans la durée. Vous n'êtes pas un fonds infra, quoi. On n'est pas un fonds infra, effectivement. Ouais, et de notre côté, nous, pour revenir à mon propos introductif, hein, on n'a pas du tout de mal à sourcer notre deal flow. On rencontre 500 startups par an pour réaliser à la fin. Alors, il y a une grande sélectivité, hein, 4-5 investissements par an. Et on arrive à avoir un panel, c'est assez extraordinaire, hein, de startups en Europe qui va de la plateforme SaaS pour l'accounting sur le carbone à des startups beaucoup plus industrielles sur le développement de nouveaux moyens de production d'électricité décarbonée, de pompes à chaleur haute température, à les SMR, AMR sur la fission nucléaire, et également à des sujets qui sont très importants aussi quand on parle d'impact, c'est le recrutement. Arriver à recruter et à fournir des formations sur la transition énergétique à des populations qui sont soit en transition, parce que un des gros enjeux pour pouvoir réaliser cette transition, hein, ça va être de réussir à sourcer les compétences adéquates pour permettre la transition énergétique. Et là-dessus aussi, l'innovation et les startups, notamment françaises, apportent des solutions qui peuvent être des game changers selon nous. Donc, Ça veut dire qu'une boîte qui fait un Indeed du directeur, directrice RSE ou du talent RSE, ça rentre dans votre stratégie d'investissement? ce qui rentre dans la stratégie d'investissement, c'est je pense à des boîtes dont on entend parler parfois sur le marché, hein, la Solive, l'Étincelle, des boîtes qui ont développé des processus à la fois digitalisés et physiques de formation spécifique, de cohortes sur des métiers spécifiques de la transition énergétique. Ça Donc rentre. plutôt pour l'école verte, ça rentre. Ok.
Et ensuite, des boîtes aussi qui font de l'upscaling de ressources internes à des grands groupes pour pouvoir les rediriger vers les métiers de transition énergétique, ça rentre. Merci à tous les deux. Merci infiniment en tout cas de nous avoir suivis pour parler climate et private equity. Vous aviez à ma droite EDF, Pulse Venture, à ma gauche Arkea Capital pour la partie Impact Investing. Merci à tous les deux d'être venus. Vous Merci. nous retrouvez dans un instant pour la suite des programmes sur Be Smart for Change. Merci à tous.